Euh, voilà. Pour que les personnes qui participent au défi sur le groupe puissent en bénéficier. Qu'est-ce qui se passe pour Voilà, j'avais un écho. Bon, voilà, je vais juste laisser aux personnes le temps d'arriver. Voilà. J'espère que le partage s'est bien fait. Je vais juste vérifier sur mon téléphone si le partage s'est bien fait. Parce que là, comme j'avais un écho, j'ai coupé rapidement. C'est bon. Je ferme pour avoir plus de débit. Donc, c'est bien partagé. Parfait. Ferme, que ça ne vienne pas nous déranger. Donc, bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées pendant que j'étais en train de partager et de vérifier si le partage s'était bien fait. Bienvenue sur le live du lundi. Donc, tous les lundis à 14h, hein, je vous propose un live sur un sujet de parentalité. J'en ai déjà fait un certain nombre depuis le mois de janvier que vous pouvez retrouver sur ma page. Je suis Dominique et je vous aide à oser la confiance dans vos relations, en particulier avec vos enfants. Hein, sur la page, je vais y aller. Sur la page, je parle particulièrement de parentalité, mais pas seulement. Hein. Je vous aide à oser la confiance dans toutes vos relations, au travail aussi. Et aujourd'hui, le sujet du live, comme nous sommes le jour de la journée de la non-violence éducative, hein, qui est un jour qui existe depuis déjà de nombreuses années, qui a été proposé à l'initiative de Catherine Dumont-Técrémer, je ne pouvais pas rater ce sujet. Le live d'aujourd'hui, c'est sur la violence éducative et en particulier sur mon expérience de la violence éducative. Mon expérience en tant que mère, parce que je pense que c'est beaucoup plus utile pour les parents de pouvoir se connecter et comprendre émotionnellement d'autres parents que d'avoir des informations sur la nocivité des violences éducatives. Ça n'empêche pas que les violences éducatives sont nocives et que c'est prouvé. Je vous laisse chercher facilement des informations là-dessus si ça vous intéresse. Voilà. Alors, juste avant de commencer le témoignage, vous raconter ma vie en fait. Juste, si vous voulez vous dire, cette semaine, sur la page, on vous propose un défi en partenariat avec une autre page, c'est la page de Ludivine Rivaud. On vous propose un défi qui consiste à aimer et partager ou commenter toutes les, enfin pas toutes si vous avez envie, hein, mais au moins une publication par jour sur la page. On va avoir des thèmes chaque jour. L'objectif, on vous propose de partager, de commenter ou de taguer des amis. L'objectif, c'est que d'autres personnes voient ces publications de façon à aboutir à un des premiers objectifs de la journée de la non-violence éducative, qui est de faire connaître le choix de la non-violence éducative, de proposer aux gens de réfléchir à la violence éducative. Donc, si vous partagez, on l'atteindra mieux. Voilà, tout simplement. Et à côté de ça, je vous propose un défi sur un groupe dédié. Hein, il y a le lien sur ma page, je le remettrai en commentaire du live, où il est encore possible de s'inscrire aujourd'hui, puisque ça commence aujourd'hui, avec tous les jours une mission, un petit pas à mettre en place chez vous pour évoluer vers une éducation avec moins de violence éducative. Je vois tout plein de bonjours et de cœurs, etc. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu mon histoire en tant que mère. Quand j'étais enceinte de mon aînée, hein, ça fait un bon moment puisqu'elle va sur ses 15 ans,
J'étais absolument, si vous m'aviez demandé quand j'étais enceinte, est-ce que tu veux respecter tes enfants? J'aurais dit bien sûr. Et puis, bien sûr, un vrai un bien sûr convaincu, voilà, évidemment que c'était important. Mais si vous m'aviez demandé juste après, est-ce que tu penses que tu vas donner des fessiers à tes enfants? J'aurais dit, ben, probablement, oui. Et j'aurais pas forcément vu la contradiction entre ces deux réponses. Et voire même, je vous aurais dit que donner une fessée à un enfant, c'était le respecter, parce que c'était lui apprendre les choses et lui poser des limites. Et oui, il y a 15 ans, je pensais ça. En me disant ça, je faisais deux confusions que font très souvent les gens. La première confusion que je faisais, c'était la confusion entre poser des limites à un enfant et montrer les limites du monde à un enfant. Aucun enfant n'a besoin qu'on lui pose des limites. Aucun adulte non plus d'ailleurs. Et là, c'est la première chose importante que je veux dire, c'est que les besoins des enfants ne sont pas fondamentalement différents de ceux des adultes. Les capacités des enfants, les compétences des enfants sont partiellement différentes des compétences des adultes, mais pas leurs besoins. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins, depuis le nouveau-né jusqu'à ma grand-mère qui va bientôt fêter 60 ans. Et donc, les enfants n'ont pas besoin qu'on lui pose des limites. Vous avez besoin, vous, qu'on vous pose des limites? Non, moi, j'en ai pas besoin. Par contre, les enfants ont besoin qu'on leur montre les limites du monde, et en particulier les limites de leurs parents. Et ça, vous aussi, vous en avez besoin. Parce que si, par exemple, vous venez manger chez moi, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Est-ce que pour moi, c'est OK ou c'est pas OK de se déchausser? Est-ce que si vous vous déchaussez, vous allez me faire plaisir? Ou est-ce que si vous vous déchaussez, vous allez me vexer? Vous avez besoin de savoir ma limite pour pouvoir vous positionner. Eh bien, les enfants, c'est la même chose. Ils ont besoin de connaître la limite des autres pour pouvoir se positionner. Ils n'ont pas besoin qu'on leur pose des limites. Ils ont besoin qu'on leur montre les limites du monde. Et ça, il y a 15 ans, je ne le savais pas. Et je vous aurais répondu, oui, il faut donner des fessées parce qu'il faut poser des limites. Non, il faut montrer les limites du monde. C'est pas du tout la même chose. Et la deuxième confusion que je faisais, c'est que je faisais une confusion entre le fond et la forme. Faire passer un message et la façon dont on fait passer ce message. Faire passer un message, c'est-à-dire, regarde là, il y a une limite du monde. Il faudrait que tu t'adaptes à cette limite. Qu'est-ce que tu peux faire? Et la façon de faire, je te tape. Deux choses n'ont pas à voir. C'est deux choses différentes. C'est le fond et la forme. Donc, là aussi, je faisais une confusion. Et ces deux confusions m'ont mené à dire, ben, bien sûr, que s'il y a besoin, je donnerai des fessées à mes enfants. Et j'ai tapé mon aînée sur la main quand elle a grandi et qu'elle a commencé à toucher des choses qui me posaient problème. Quand elle a commencé à se frotter à mes limites à moi. Je vais passer rapidement sur comment j'ai décidé d'arrêter de lui taper sur la main, parce que j'ai écrit un article de blog à ce sujet que je vous partagerai ce soir à 19h30, que j'ai déjà partagé il y a 1 an, donc certains l'ont déjà peut-être lu. Et pour que le live soit un peu court, on va zapper, vous pourrez le lire ce soir. Mais c'est grâce à elle que j'ai compris que taper sur la main, ben, c'était pas respectueux. Ça paraît quand même assez fou quand je m'entends dire, je me dis, mais oui, il y a... Donc elle va avoir 15 ans, donc il y a 14 ans, 13 ans et demi, quand elle a commencé à être plus mobile, à marcher, etc. Et il a fallu qu'elle m'apprenne que taper sur la main de quelqu'un d'autre, c'était pas respectueux, parce que je ne m'en rendais pas compte. Elle me l'a appris, et je la remercie. Et puis son apprentissage, l'apprentissage qu'elle m'a transmis, ne s'est pas arrêté là. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai enlevé tape sur la main? J'ai remplacé par des punitions. Alors, essentiellement par la mettre au point, puisqu'elle était petite. Et là, en faisant ça, j'ai fait une nouvelle confusion. Quelle est cette nouvelle confusion? J'ai cru que changer, c'était remplacer par un truc qui fait pareil. Et c'est pas vrai. Si j'estime que ma voiture pollue trop, et je me dis je vais changer, et je prends une autre voiture, même qui pollue moins, je continue à polluer. J'ai pas vraiment changé. Là, c'est la même chose. J'ai remplacé la tape sur la main par la punition au coin. C'est sûrement un peu moins pire, mais c'est fondamentalement la même chose. Je n'ai pas changé. J'ai remplacé par un truc qui fait pareil. Et donc, quand on me demande par quoi on peut remplacer les punitions, je réponds pas rien. C'est pas la question, en fait.
Si vous voulez remplacer les punitions par autre chose, vous êtes en train de remplacer par un truc qui fait pareil et ça ne marchera pas. Soit vous aurez les mêmes défauts que les punitions, soit vous aurez des solutions qui ne fonctionnent pas. La deuxième, je vois qu'il y a des commentaires, je répondrai après, hein, je finis juste cette partie-là. La deuxième chose du piège dans lequel je ne suis pas tombée, mais parfois on tombe, c'est de remplacer changer par faire le contraire. Au lieu de j'aurais pu cesser complètement de lui montrer mes limites. Ça aurait posé tout un tas d'autres problèmes. En fait, changer, c'est changer. Changer, c'est trouver une alternative. Changer, c'est changer de regard. Changer complètement. Lâcher toutes nos croyances et regarder les choses d'un nouvel œil. Alors, je regarde juste ce que dit Isabelle. Isabelle, bonjour, je suis dubitative avec le « nous n'avons pas besoin de limites ». Sauf si vous faites une différence entre limite et cadre. Alors, Isabelle, je vous propose de nous expliquer en 3 mots, hein, rapidement, quelle différence vous faites, vous, entre une limite et un cadre. Pendant ce temps, je vous explique ce que moi je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, dans l'absolu, si je suis toute seule, avec aucune personne autour, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin qu'on me mette des limites. Les limites existent uniquement parce qu'on est plusieurs. Alors, on est toujours plusieurs. Hein. Alors, on est toujours plusieurs. Vivre tout seul au milieu de rien, c'est pas très fréquent. On est toujours plusieurs. Il y a toujours le voisin. Et du fait qu'on est plusieurs, on est confronté. La limite de ma liberté, c'est la liberté de l'autre. Et c'est valable pas que pour la liberté. Et donc, oui, donc en fait, je n'ai pas besoin de limite en tant que telle. J'ai besoin, par exemple, de nourriture, j'ai besoin d'air. Voilà, un besoin, c'est quelque chose dont j'ai besoin et que tous les êtres humains ont besoin, quel que soit le contexte culturel et quel que soit leur contexte de vie. On n'a pas besoin de limite, quel que soit notre contexte de vie. On a besoin de limites pour fonctionner avec les autres. Et c'est profondément lié aux autres. En réalité, on a besoin de savoir où sont les limites qui ne dérangent pas les autres, qui ne gênent pas les autres, qui n'empêchent pas, enfin, qui permettent aux autres d'avoir accès à leur même liberté. Ce qui veut dire concrètement, hein, dans les faits, que on a besoin tout le temps de savoir où sont les limites. C'est pas vraiment qu'on nous les pose, parce qu'en fait, elles existent, juste parce que les autres sont là, même si personne ne nous les dit, elles existent quand même. Soit on les piétine, soit on les voit, mais elles existent. Donc, on a besoin tout le temps de savoir où sont les limites, 55 fois par jour, et ça nous rassure de savoir où sont les limites. C'est peut-être de ça dont vous voulez parler. Ça nous rassure vraiment parce que ça répond à un besoin chez nous. Mais le fait que ça nous rassure de savoir où sont les limites ne signifie pas qu'on a besoin des limites en tant que telles. Les limites existent en fait. Je pourrais prendre un exemple. Vous êtes dans un champ avec autour du champ, il y a une barrière. C'est les limites des autres. Si vous êtes dans le noir et que vous vous cognez tout le temps aux limites, ça va vite devenir inconfortable, soit pour vous, hein, vous risquez d'avoir beaucoup de bleu, soit pour les barrières et les limites, vous risquez à force de les faire tomber et d'aller dans le champ des autres. Pour ne pas vous cogner aux limites et ne pas abîmer soit les limites, soit vous avez besoin de savoir où elles sont. Donc, vous avez besoin qu'on allume la lumière, qu'on dise « Regarde là, c'est là la limite. » Ah bon? Et à partir de là, vous choisirez qu'est-ce que vous faites avec. Mais si vous ne savez pas où elle est, si on ne vous a pas dit « Regarde là, il y a la limite », vous n'allez pas réussir à fonctionner. Et les enfants, c'est la même chose. Ils ont besoin qu'on leur montre les limites. Et pour leur montrer nos limites de parents, il faut commencer par les connaître nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours évident. Shimoshi nous dit, c'est donc les autres qui ont besoin qu'on se limite. Alors, notre besoin est que les autres nous les signalent clairement. Oui, tout à fait. Chacun a besoin que l'autre se limite. Et le parent, ça c'est ce que propose Jesper Juhl, avec lequel j'adhère totalement, l'enfant n'a pas besoin. Si je mets mon enfant, je vais juste essayer. Voilà, mon enfant, il n'a pas besoin que je lui mette des limites autour, comme ça. Hein? Non, je vais mettre le parent. Je prends n'importe quelle couleur. Hein, voilà. L'enfant, il n'a pas besoin que je mette des limites autour de l'enfant, il a besoin que je mette des limites autour du parent. Comme ça, il sait que là,
J'ai un peu difficile avec deux mains. Il sait que ici, quand il se balade, là, il y a la limite du parent. Mais comme il y a une autre personne là, une autre personne là, une autre personne là, au final, il a une limite autour de lui quand même. Hein. Dans les faits, ça revient au même. Concrètement, mais c'est pas du tout la même chose en termes d'intention et les enfants ne réagissent pas du tout de la même façon. Donc, tu disais, notre besoin est que les autres nous les signalent clairement. Oui, on a besoin que les autres nous disent, ça, c'est ma limite. Si l'autre ne me signale pas clairement ma limite, je suis inconfortable. Et c'est peut-être ça dont vous parliez, Isabelle. Hein, si l'autre ne me signale pas ma limite, je suis dans le flou, dans l'inconfort et je ne me sens pas bien. Ok, je comprends mieux. Nous avons besoin de savoir où sont les limites, c'est ça. Je me sens pas bien si je sais pas où est la limite de l'autre. Je suis pas confortable, mais j'ai pas besoin de la limite en tant que telle. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de limite, tout va très bien. Il y aura encore toujours les limites. Parce que je dis les limites du monde, parce que c'est pas que les limites des gens, hein, il y a aussi les limites de la nature, les limites, voilà, les limites de ma vie. À la fin, je meurs. Alors, Véronique, pour moi, le seul cadre à inculquer aux enfants, c'est le respect de soi-même et le respect de l'autre, le respect d'autrui. En fait, le respect. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est important le respect. Du coup, je suis en train de totalement de dévier, mais c'est pas grave. C'est intéressant. Le respect, c'est pas important en tant que tel. Mais en fait, le respect, c'est uniquement une façon d'exprimer que de faire attention aux limites des autres. Et à nos limites à nous. Le respect de soi-même, c'est je respecte mes propres limites. Le respect de l'autre, c'est je respecte les limites des autres. C'est un choix. Et c'est important que ça reste un choix, parce que si c'est pas un choix, c'est plus du respect. Si je suis obligée de le faire, c'est plus du respect qui vient du cœur, puisque c'est une obligation. C'est un choix que je fais à un instant donné, de me respecter moi-même et de respecter les autres. Et ce choix vient du fait que je peux connaître la limite de tout le monde. Donc les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur inculque le respect des autres, ils ont besoin qu'on leur dise « Regarde, là, il y a un autre ». Regarde, il y a un autre. Et cet autre, là, tu vois, bon, il a un peu envie de dormir le soir. Au hasard, comme ça. Voilà. Ça suffit pas, hein. Ça suffit pas parce que si lui, il a son besoin qui rentre en conflit, tout un tas de choses se passent. Mais c'est ça qu'il a besoin qu'on lui dise. Alors, je reprends où j'en étais. J'en étais à dire que du coup, voilà, changer. Et donc, quand j'avais remplacé, je reprends où j'en étais, l'étape par des punitions et par le coin, eh bien, ma fille m'a aussi fait comprendre que le coin, c'était pas une bonne idée en faisant une chose que je vais vous raconter et qui est assez intéressante. Elle avait une chaise haute et sur cette chaise haute, il y avait un espace pour qu'elle pose les pieds. Et elle tapait sur cette chaise haute avec ses pieds. Et ça faisait un bruit pas possible et je ne supportais pas. Donc, je lui ai dit d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Je lui ai expliqué pourquoi. Elle n'a toujours pas arrêté. Je l'ai mise au coin. Puis, je l'ai sortie du coin en lui expliquant que, voilà, en lui réexpliquant, en faisant un câlin et tout. Parce que je punissais, mais j'étais gentille et bienveillante. Réellement, hein, je n'utilise pas ce mot par hasard. Bienveillante, c'est-à-dire que je voulais son bien. C'était tout à fait juste, même en la mettant au coin. Même si aujourd'hui, je ne mettrai plus au coin de mes enfants au coin où je ne les punirai plus du tout. C'est pas possible pour moi. Mais à l'époque, je ne voyais pas les choses de la même façon. Et donc voilà, boum, je le remets sur la chaise, tout va très bien. Quelques jours après, elle retape. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une chose qui m'a stupéfaite. Elle m'a dit, je vais au coin. Petit sourire, toute contente. Et moi, ah non, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Oh, c'est moi l'adulte. C'est moi qui pose les limites. Ouais, confusion, poser, montrer les limites. C'est moi l'adulte, c'est moi le chef. Et là, c'est moi le chef, il y a encore une autre confusion. Il y a la confusion entre c'est moi qui suis responsable. J'ai la responsabilité sociale de répondre à tes besoins, de t'accompagner à grandir. J'ai la responsabilité de la qualité de notre relation, ce qui est obligatoire. L'adulte a cette responsabilité-là parce que l'enfant a des capacités en moins. Elle avait 18 mois ou 2 ans. Mais ça ne signifie pas que je suis le chef. Et ça ne signifie pas non plus que l'enfant est le chef. Ça signifie quelque chose qui n'a rien à voir en fait. Encore une fois, changer de regard complètement. Et donc, je suis le chef. Non, tu vas pas au coin. C'est pas toi qui décide quand tu vas au coin, c'est moi qui décide quand tu vas au coin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retape. Ah, je peux vous faire un truc. Elle retape et elle me dit, je vais au coin. Non, tu vas pas au coin. Je vais au coin. Non, tu vas pas au coin. Etc. Jusqu'à ce que je hurle, qu'elle pleure, et puis voilà, on passe à autre chose. Un lendemain, on recommence.
je vais au coin. Bon, j'en avais ras-le-bol. Parce que je me disais, elle me provoque. Et là, une personne m'a dit, en fait, je me demande si elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas vérifier que c'est toujours logique, que chaque fois qu'elle tape, elle va au coin. Moi, je suis restée là, ah ouais, peut-être c'est ça. Et donc, quand elle a retapé, je vais au coin, je lui dis, oui, d'accord. Et je l'ai mise au coin, elle va au coin, elle a souri, elle m'a dit, quand je tape, je vais au coin. Et elle est partie toute contente. Et là, à quoi ça m'a aidé, ça? Ça m'a aidé à me rendre compte que quand on punit un enfant, on l'amène à se concentrer sur la punition. Et là, elle s'était concentrée sur la liaison entre je tape sur ma chaise, je vais au coin. Ça, c'est une nouvelle chose logique. Au même âge, elle lâchait un truc pour que ça tombe. Je lâche, ça tombe. Boum. Ah tiens, chaque fois que je lâche, ça tombe. Elle apprend une nouvelle chose. Et là, elle apprenait, chaque fois que je tape la chaise, je vais au coin. J'apprends une nouvelle chose, une nouvelle règle de la vie. Et si cette règle de la vie ne se passe pas, ça me perturbe. Alors je vérifie, et je recommence. Et pourquoi elle sourit? Elle sourit parce que elle se dit, j'ai compris, quand je tape, je vais au coin, c'est ça? C'est pas, je te provoque, c'est ça, j'ai bien compris. Et là, je me suis rendu compte, à ce moment-là, que la punition ne fonctionnait pas dans le sens que je voulais lui donner. Pourquoi je voulais la punir, moi? Pas pour qu'elle apprenne une règle qui n'existe pas, qui est quand on tape sur sa chaise, on va au coin, parce que si je tape sur ma chaise, personne ne m'enverra au coin. Non, je voulais la punir quand elle tapait sur sa chaise pour qu'elle se rende compte que ça m'a agacé. Je voulais lui montrer ma limite à moi, qui était, ça fait trop de bruit, ça m'agace. Mais au lieu de dire, ah, chérie, quand tu tapes sur la chaise, ça fait trop de bruit, ça m'agace, j'aimerais avoir du calme, je lui ai dit, tu vas au coin. Et ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis vraiment rendu compte, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter les punitions, je me suis vraiment rendu compte que la punition, elle permet à l'enfance va se concentrer sur la punition et non pas sur le problème. Et donc, on ne va pas l'éduquer. On ne va pas lui transmettre ce qui est important pour nous, c'est-à-dire d'apprendre à prendre en compte les limites des autres. Comme Véronique disait, apprendre le respect de l'autre. Je lui apprends pas le respect du fait que moi, j'aime pas le bruit. Je lui apprends la logique entre tu tapes sur la chaise, tu vas au coin. À ce moment-là, une autre chose s'est passée qui a fait que j'ai changé mon interrupteur définitivement. Une amie m'a proposé d'aller rejoindre sur un forum. À l'époque, c'était pas Facebook, c'était un forum. Et sur ce forum, j'ai trouvé de l'information sur les violences éducatives et du soutien pour changer. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais vous l'avez probablement déjà fait si vous êtes ici. C'est de chercher de l'information et du soutien parce que c'est compliqué de changer de modèle. Une dernière chose que je voulais vous dire en rapport avec mon expérience, c'est que je me suis dit, après avoir réfléchi à tout ça, après avoir rencontré sur ce forum beaucoup d'informations, dire plus jamais je ne punirai mes enfants, plus jamais je ne les taperai, plus jamais je ne crierai. Plus jamais, c'est dangereux. On n'y arrive jamais. Plus jamais punir, c'est encore assez facile. Parce que avant de punir, dans la plupart du temps, en tout cas pour les punitions conscientes, décidées, parce que des fois on fait des choses qui ressemblent des punitions plus subtiles, hein, plus voilà, bon bref, qui sont des punitions cachées, mais des punitions claires, je te mets au coin, je te prive de télé, je te prive de téléphone. Quand on décide de ne plus le faire, c'est pas trop compliqué de les supprimer. C'est difficile de peut-être tout le nouveau fonctionnement qu'on va essayer de mettre en place, mais supprimer en soi, c'est possible. Par contre, plus jamais crier. Et même, je suis désolée, je risque de choquer, mais c'est pas grave. Plus jamais taper ou bousculer. C'est très difficile et on ne peut jamais garantir qu'on va y arriver. Mais mon aînée, elle a presque 15 ans. J'ai décidé quand elle avait 2 ans de ne plus jamais taper et de ne plus jamais punir. J'ai eu ensuite une fille qui a 12 ans et 2 garçons, des jumeaux qui ont 6 ans. Et j'ai crié pour tout le monde, et je crie toujours. Et j'ai tapé tout le monde. Sauf que ça était tout à fait différent parce que mon aîné, je l'ai tapé volontairement plusieurs fois par jour avec un but éducatif. Je ne l'ai plus jamais fait pour aucun des suivants. Les suivants, je les ai tapés dans des situations où j'étais impuissante, où j'étais dépassée et où c'est des éléments émotionnels qui ont pris le contrôle. Et c'est essentiel de s'en rendre compte, de savoir que ça arrive à tout le monde et que même les gens qui ne le disent pas
Il est fort probable que ça leur arrive. Je ne veux pas dire, alors c'est pas la peine de se précipiter pour dire moi ça m'arrive jamais. J'entends bien que ça peut arriver. Il y a des personnes à qui ça peut jamais arriver. Ce que je veux dire, c'est de se décider que plus jamais. Je mets une tension, je mets une pression de résultat qui va 9 fois sur 10 être contre-productive. Parce que ce qui va m'amener à taper ou à bousculer, mon enfant, c'est le fait de me sentir dépassée par des éléments émotionnels. Et plus je me mets la pression, plus je risque d'être dépassée. Donc plus je suis arc-boutée sur mon plus jamais, plus ça risque d'arriver. Alors il vaut mieux se dire, peut-être que ça arrivera. Je ferai tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Je pourrais vous raconter plus tard comment ça m'est arrivé une fois avec ma seconde et plusieurs fois avec mes garçons. Donc, plus je l'ai dit, peut-être que ça arrivera. Je ferai tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Je suis responsable des moyens. Je suis responsable aussi d'assumer si ça arrive. Mais je ne peux pas garantir que ça arrive jamais. En faisant ça, vous diminuez beaucoup les chances pour que ça arrive. Donc, je laisse quelques secondes pour que ça, voilà, que ça vous vienne. Hein. Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est essentiel d'y réfléchir. Si ça arrive, j'assume. On a tendance, si ça arrive, à s'excuser. Alors, je vois qu'il y a des réponses, je vais revenir et après, je vous explique comment on assume. Lydie me dit, j'aime beaucoup l'humilité dont tu fais preuve. Merci, Lydie. Nathalie, les livres d'Isabelle Fillosa complètent bien vos dires et expliquent où en est l'enfant et donnent des éclairages très clairs. Oui, tout à fait. Dans mon travail, je m'appuie, entre autres, sur tout l'aspect émotionnel que décrit très bien Isabelle Fillosa. Elle n'est pas la seule, mais elle participe. Hein. Merci, c'est un soulagement d'entendre ça. Ben, je suis contente si ça soulage parce que je veux défendre une approche pragmatique, concrète et réaliste. Je pense qu'on avance bien mieux dans le réalisme. On peut être à la fois ambitieux dans les objectifs et réaliste dans l'application. On n'est pas obligé, on a souvent tendance à voir les choses blanc ou noir. Soit je décide que plus jamais, soit je suis nul. En gros. C'est pas si simple. Donc ensuite, il reste le travail de culpabilité, même si on s'est excusé. Alors, les excuses, on va y venir. Merci de me recentrer sur ça, Isabelle. D'abord, juste la culpabilité. On va pas détailler maintenant longtemps parce que ça serait trop long. Mais je vais faire tous les lundis, à partir de lundi prochain, le live de 14h, ce sera sur les émotions. Lundi prochain, on parle de la peur. Et chaque semaine, on parlera d'une émotion. Et on parlera une semaine de la culpabilité. Parce qu'il y a un live entier sur la culpabilité, ça ne sera pas trop peu. La culpabilité, c'est une émotion et à quoi elle sert? Elle sert à nous dire quelque chose. Elle sert à nous signaler quelque chose. Et en ce sens-là, on peut dire « Coucou, merci d'être là, petite culpabilité ». Et donc, si on se sent coupable d'avoir tapé ou puni ses enfants, par exemple, ou d'avoir crié, non, crier, c'est extrêmement fréquent, je me sens coupable d'avoir crié. Au lieu de faire comme si je ne voyais pas ma culpabilité, ou au lieu de lui dire « Ah ouais, t'as raison, allez, viens, on va me taper, tape-moi, je me tape ». Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit « Coucou, petite culpabilité, merci d'être là et de me signaler qu'il y a un écart entre ce que j'ai fait et ce que je veux faire. Grâce à toi, je m'en rends compte. Si tu n'étais pas là, je ne le verrais peut-être pas. Si la culpabilité n'était pas là, on ne saurait peut-être pas, on ne verrait peut-être pas qu'on a fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. C'est à ça qu'elle sert, la culpabilité. Elle est super utile. Génial, merci la culpabilité d'être là. Merci de me dire que ça, s'il y a un écart entre ce que j'ai fait et ce que je veux faire. Maintenant que je le sais, je m'en occupe. Merci beaucoup. Ça s'appelle, c'est ça, accueillir les émotions et entendre ce qu'elle veut dire. Une fois que j'ai accueilli ma culpabilité, il faut que j'assume vis-à-vis de l'autre. S'excuser est une solution culturellement très habituelle. Voilà, je ne vais pas vous déconseiller de vous excuser, mais ce n'est pas forcément la chose la plus importante à faire. Je suis désolée, déjà, je suis peut-être un peu perturbante, mais l'objectif, c'est de vous amener de nouvelles clés. Donc, s'excuser, c'est peut-être pas la chose la plus importante à faire. Et en particulier, s'excuser, plus vous vous excusez, vous allez voir que ça ne va pas. Je vous donne un exemple. Si je vous blesse,
Donc, je vous insulte. Et ensuite, je suis désolée, pardon, vraiment, je suis désolée. Vraiment, ça m'est sorti tout seul. Vraiment, pardon, excusez-moi. J'aurais jamais voulu. J'espère que ça va. Je suis désolée, vraiment, pardon. Je vous exaspère. Qu'est-ce que vous allez faire si je fais ça? Si je m'excuse? Alors, j'en rajoute volontairement, mais des fois, avec un enfant, quand on a bousculé un enfant, on peut être pas très loin de ce que je viens de faire. Qu'est-ce que ça fait? Soit ça nous énerve, parce que non seulement elle m'a insulté, mais en plus elle est là à geindre, à être désolée, quoi. Crotte, quoi, moi je me suis fait insulter. Soit on renverse, et ça va être celui qui s'est fait insulter qui va consoler l'autre. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave, je comprends qu'on peut pas toujours maîtriser ses mots, etc. Et avec votre enfant, c'est pareil. Les excuses excessives, et les excuses en tout cas sans assumer, ça va souvent amener le fait que c'est votre enfant qui va se sentir responsable de votre culpabilité. Et c'est pas son rôle. Et il n'est pas capable de l'assumer. Et donc, ça va pas être confortable pour lui au minimum, et si c'est fréquent, ça peut être un problème. Qu'est-ce que ça veut dire assumer? Assumer, ça veut dire reconnaître, écouter et anticiper. Quand je blesse l'autre, de quoi il a besoin? Quand je suis blessée, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin qu'on reconnaisse que j'ai été blessée. Et j'ai besoin qu'on écoute comment je me sens. Si vous criez sur votre enfant, si vous tapez votre enfant, si vous le bousculez pour qu'il sorte plus vite de la maison parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Voilà, toute ressemblance avec quelque chose d'existant est purement fortuite, bien entendu. Et ce dont il a le plus besoin, c'est que vous reconnaissiez ce qui s'est passé. Parce que le excuse-moi, ça peut être soit le excuse-moi, excuse-moi, pardon, ou alors excuse-moi, si on entendu ça, j'ai excuse-moi, maintenant on continue. Alors bien sûr, le excuse-moi peut aussi être une façon d'assumer vraiment. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Je vous alerte simplement sur la limite des excuses. Voilà, moi je me sens très mal quand je crie très fort, nous dit Isabelle. Oui, c'est logique. Parce que c'est un écart entre vos valeurs, vos objectifs et ce qui se passe. Et cette culpabilité, ça va vous dire ça. Et si vous sentez très mal, c'est qu'elle vous dit qu'il y a un grand écart. Et donc, je reviens sur la reconnaissance. Donc, ce dont l'enfant a besoin, mettons que je le bouscule pour partir à l'école. Il a besoin que je reconnaisse ce qui s'est passé. Je t'ai poussé très brusquement pour sortir de la maison. Je le reconnais. C'est difficile à dire. Et c'est peut-être plus difficile à dire que « excuse-moi ». J'ai hurlé et je t'ai tapé sur la tête. Même quand là, je suis pas du tout concernée, j'aime pas trop vous le dire dans le live. Alors dans la vraie vie, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça qui est utile. Je reconnais ce qui s'est passé et je reconnais que c'est moi. Je t'ai bousculé. J'ai crié. C'est moi qui l'ai fait. Et ensuite, j'écoute. J'ai crié. Ça a dû être difficile pour toi. Et puis je laisse parler. Et il entend dire, oui, j'ai eu peur, suivant son âge. J'ai eu peur, ça m'a mis en colère. Ouais, parce que tu as crié très très fort. Hein. Et alors on est, ah bon, oui, j'ai crié très très fort. Et comme tu as crié tellement fort, j'avais peur et je ne savais plus quoi faire. J'ai crié tellement fort que tu avais peur et que tu ne savais plus quoi faire. Ouais. Et puis on se tait et on laisse continuer. Quand il se sent mieux, on peut revenir avec la reconnaissance. J'ai crié sur toi. Ça t'a fait tellement peur. On peut dire, si on veut, des excuses, je suis désolée. Et après, on assume la suite anticipée. Reconnaître, écouter, anticiper. Tu sais, je vais essayer de trouver des solutions pour ne plus te crier dessus, parce que je ne veux pas te crier dessus. Ce n'est pas juste pour toi que je te crie dessus. Ça, c'est aussi reconnaître. Reconnaître, ce n'est pas juste. Et ensuite, anticiper pour de vrai. Hein. C'est-à-dire que si je crie tous les jours et si je le bouscule tous les jours pour partir à l'école ou même un jour sur deux, il ne suffit pas de s'excuser ou de reconnaître ou d'écouter. Il faut trouver une solution pour que ce soit plus souvent ou que ça devienne exceptionnel. Et les solutions, c'est à moi de les chercher, c'est à moi de les mettre en place. C'est beaucoup plus intéressant de chercher des solutions que de s'excuser ou de se dire plus jamais. On peut chercher des solutions pour éviter que ça se reproduise,
et des solutions sur ce que je vais faire lorsque ça se reproduira. Est-ce que vous avez encore des commentaires ou des questions sur ce que je viens de dire, sur le pouvoir de la reconnaissance, de l'écoute et de l'anticipation quand on dérape? Je voudrais juste dire une chose, c'est que quand j'assume ce que j'ai fait, ça incite mes enfants à faire de la même chose, parce que le modèle est la première éducation. Et donc, on va voir des enfants aller voir les autres et dire « Je t'ai tapé ». Ça t'a embêté? Ou ils vont aller s'excuser auprès d'autres enfants. Pendant que, éventuellement, il y a certains posent des questions, je vous explique un peu la suite sur la semaine, là, ce qui va se passer. Il y a le groupe où il est encore temps de s'inscrire aujourd'hui, puisque le défi commence aujourd'hui. Une émission par jour pour changer les choses. C'est très clair, merci. Merci Laurie, c'est agréable d'avoir des retours. Donc le groupe, vous avez une mission par jour pour changer les choses chez vous, pendant 6 jours, qui est offert pour la journée de la non-violence éducative. Et sur la page, tous les jours, plusieurs publications qui sont plus orientées sur les violences éducatives, pour réfléchir aux violences éducatives, pour voir d'un autre regard, pour voir les côtés positifs, pour parler des émotions aussi, puisqu'on en a déjà parlé. Et on vous propose de participer au fait de faire connaître, on a dit l'information et le soutien. Donc sur le groupe, il y a le soutien. Et sur la page, il y aura l'information et je vous propose de participer en la partageant, en taguant des gens, en commentant, en aimant déjà les publications. Rien que ça, Facebook les montre plus aux autres. Et si Facebook les montre plus aux autres, eh bien ça participe à l'information. Et c'est l'objectif de la journée de la non-violence éducative et de ce défi gratuit que j'ai décidé de vous proposer sur une semaine. À plus long terme, à partir du mois de mai et jusqu'à l'été, je vous propose 2 lives par semaine. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Tous les lundis à 14h, on continue, je fais ça depuis le mois de janvier. À partir de lundi prochain, ça sera une émotion par jour, par lundi. Non, par semaine, ça suffit. Une émotion par semaine. La peur, le 7 mai à 14h, et puis on continuera, on verra toutes les émotions. Alors, dans le désordre, je n'ai pas encore défini l'ordre. On aura la colère, la tristesse, la joie, la culpabilité, la honte, le dégoût. Il m'en manque 2 ou 3. Il y en a 2 ou 3 autres. Je crois que j'ai l'excitation, je ne sais plus. Bon, bref, la jalousie. Voilà, une par semaine. À quoi cette émotion nous sert, comment on la gère, etc. Et ensuite, une fois par semaine, normalement, c'est pas sûr que je tienne toutes les semaines, un live avec un partenaire, enfin une partenaire, la plupart du temps. Donc, ça sera un live sous forme d'un dialogue sur un sujet beaucoup plus concret. Donc, le premier, c'est mardi 8 mai à 14h avec Fanny de Conseil de Colibri sur le thème de la fratrie, les relations entre enfants. Alors, c'est la fratrie ou les relations entre enfants dans un groupe d'enfants. Il y a énormément de choses qui sont similaires. L'essentiel est similaire parce que quoi qu'on croive, oui, c'est ça. Quoi qu'on croive, dans la fratrie, les problèmes de jalousie vis-à-vis de l'affection des parents sont secondaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, non, ils sont secondaires. Ce n'est pas la majorité des problèmes. La majorité des problèmes sont des problèmes qui se retrouvent dans n'importe quel groupe d'enfants et dans n'importe quel groupe d'adultes, présentés d'une autre façon, parce que c'est des adultes qui ont plus de maturité. Donc la fratrie, le 8 mai à 14h, avec Fanny de Conseil du Colibri, et on sera à l'école Grandir vers demain à Strasbourg. Voilà. École Grandir vers demain, où j'ai une interview aussi le 13 mai pour les Alsaciens. En vrai. Voilà, je vous remercie pour votre participation. C'est extrêmement agréable d'avoir des questions, des retours au fur et à mesure du live. Voilà. Et puis, je vous dis, je vois plein de trucs qui viennent là, à la semaine prochaine, à 14h. Et puis sinon, en attendant, sur la page, tous les jours, et sur le groupe aussi. Merci pour vos merci. Au revoir.